Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 2 heures d'émission tous les matins, 10h30, midi et demi, avec des sujets d'actualité, évidemment, avec beaucoup d'explications, des analyses et des invités. Et vous, 0826 300 300, 0826 300 300, je vous attends. De quoi allons-nous parler ce matin? À Strasbourg, en ce moment, réunion des pays de l'Union européenne opposés à la fin des voitures à moteur thermique. Explication donc dans cette émission. La disparition des moteurs thermiques sera-t-elle repoussée? Nous allons en parler sous la pression de l'Allemagne, nous allons en parler dans un instant. Entre 11h et midi, débat. Avec la guerre en Ukraine, assiste-t-on à une résurgence de l'anti-américanisme? Rejetez-vous dos à dos Russes et Américains? Les Américains seraient-ils des profiteurs de guerre? Est-ce si simple? Nous en parlons entre 11h et midi. 5400 tonnes de déchets accumulés dans les rues de Paris. Les déchets sont ramassés dans les arrondissements où ce sont les entreprises privées qui s'en chargent. À 12h05, nous découvrirons la mafia du recyclage, titre du livre de notre confrère Ivan Stefanovic. Le recyclage est-il peu efficace en France? Monopole, gaspillage, conflit d'intérêts. Nous trions et nous payons pour que nos déchets soient recyclés. En France, curieusement, ce sont les plus grands pollueurs qui sont chargés de lutter contre la pollution liée aux déchets. C'est une curiosité française. Nous en parlerons tout à l'heure avec Ivan Stefanovic. Croyez-moi, c'est extrêmement intéressant. Il est quelle heure? Il est 10h32, comme tous les matins. Dans quel monde on vit? Avec vous, Félix Mathieu, dans quel monde on vit? Dites-moi ce que vous regardez, je vous dirai qui vous êtes. Ça se confirme, les programmes télé ont bien un âge et ils s'avèrent de plus en plus élevés. Alors, quel programme regarde-t-on à quel âge, Félix? Oui, alors toute émission confondue, c'est 57 ans, nous apprend le Parisien aujourd'hui en France. Toute chaîne confondue, la télé de plus en plus boudée par les jeunes. Sur le podium des programmes aux téléspectateurs les plus âgés, en premier, avec un âge moyen de 69 ans, on trouve Question pour un champion, et oui, 69 ans d'âge moyen, talonné de près par le téléspectateur de Question pour un champion à 69 ans en moyenne. Oui. Talonné de près par C'est à vous sur France 5, 67 ans pour C'est à vous. Du côté des journaux télévisés, le 20h de France 2 est suivi par des téléspectateurs de 62 ans en moyenne, alors que ceux de TF1 sont un peu plus jeunes, 57 ans pour TF1. Du côté des talk shows, à 50 ans d'âge moyen, on trouve Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna sur C8, 50 ans, quand Quotidien de Yann Barthès sur TMC affiche un public un peu plus jeune, 45 ans, tout comme par exemple la Star Academy sur TF1. Alors toutes émissions confondues, France 3, France 5 et Arte, le service public se trouve en haut du podium, 65 ans en moyenne, suivi de près par France 2, 62 ans. Leur concurrente privée TF1 et M6 affiche un résultat un peu plus jeune finalement, 55 ans pour TF1 et puis 50 ans pour M6. Voilà, les jeunes regardent de moins en moins la télévision, ce sondage le montre, cette enquête le montre. Vous vous rendez compte, moyenne d'âge, l'ensemble des chaînes, 57 ans. Eh oui. 57 ans. Ça provoque vos réactions, n'hésitez pas, 0826 300 300. Vous nous dites, vous nous parlez de cela si vous en avez envie, évidemment. Vous êtes sur Sud Radio, il est 10h34 ici, tout le monde est invité, tout le monde est accepté et j'espère que tout le monde va pouvoir témoigner, quel que soit l'âge. On est bien d'accord. On est bien d'accord. 0826 300 300. Bien, nous allons partir pour Strasbourg tout de suite. Pourquoi Strasbourg? Eh bien parce qu'à Strasbourg, il y a une réunion des pays de l'Union européenne opposés à la fin des voitures à moteur thermique. La disparition des moteurs thermiques sera-t-elle repoussée? Pour en parler, Nicolas Lenormand est avec nous, président du métier véhicule industriel de Mobiliance. Mobiliance, c'est une organisation professionnelle qui rassemble les métiers de l'automobile. Nicolas Lenormand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Strasbourg, donc. Je vous en prie. Strasbourg, donc, à l'initiative de la République tchèque, réunion ministérielle spécialisée sur les futures normes et les valeurs limites d'émissions du secteur automobile. Les Allemands sont là, mais pas que les Allemands. La République tchèque, je l'ai dit, mais aussi l'Italie, la Pologne, la Bulgarie, des pays qui sont opposés, qui le disent, à la disparition des moteurs thermiques. C'est bien cela ?
Oui, c'est ça. Alors, il faut pas se tromper, il faut pas aller plus vite que ce qu'on entend. Je pense qu'il y a consensus sur le fait que chaque État souhaite sortir de tout ce qui va être carburant fossile. En revanche, c'est bien sur la technologie moteur en fait que se pose le débat. Oui. Et l'Allemagne, la Pologne, l'Italie notamment, veulent pouvoir garder des moteurs thermiques pour pouvoir utiliser des solutions bas carbone qui sont en cours de développement, à la fois autour des biocarburants et également autour des carburants synthétiques, qui sont aussi une axe de développement qu'il ne faut pas négliger en fait pour les années à venir. Mais Nicolas Lenormand, il faut être clair, hein, l'Allemagne, pourquoi? Eh bien, sous la pression des industriels allemands, de l'automobile évidemment, les Italiens aussi, les Polonais et les Bulgares, c'est parce qu'il y a des usines qui fabriquent des véhicules dans ces pays-là, hein, et des véhicules allemands par exemple, ou européens, d'autres pays européens ou d'ailleurs. C'est la raison. Bien sûr, c'est la raison. Il ne faut pas oublier encore une fois que l'Europe ne représente que 20% du marché de l'automobile au monde. Voilà. Donc tous les constructeurs aujourd'hui jouent à un niveau mondial, et c'est vrai que c'est dommage de pouvoir se priver de futures possibilités d'appliquer des ruptures, des vraies ruptures en termes d'économie d'énergie sur ces technologies de moteurs thermiques qui nous ont quand même bien fait progresser. J'ajoute un point qui est important. Encore une fois, si en 2035 on continue à faire de l'électricité avec du charbon, passer en tout électrique n'est pas forcément pertinent d'un point de vue environnemental. Alors, je rappelle que le texte qui imposerait de fait les motorisations 100% électriques avait fait l'objet d'un accord en octobre entre les États membres de l'Union européenne et le Parlement européen, avant d'être formellement approuvé mi-février par les eurodéputés. Et la position allemande a surpris tout le monde. Les Allemands, encore une fois, rejoints par les Italiens, rejoints par les Polonais, par les Bulgares, tout ça a surpris tout le monde. Que peut-il se passer maintenant ? C'est une bonne question. Alors déjà, sur la surprise, l'effet de surprise n'était pas forcément celui-là. L'effet de surprise était surtout que l'Europe a fermé définitivement la porte aux biocarburants et aux carburants de synthèse, ce qui n'était pas forcément évoqué au tout début. Dans les premières discussions, même si encore une fois on était d'accord pour l'interdiction des moteurs thermiques à carburant fossile, il était question de laisser la porte ouverte à d'autres solutions. Et là-dessus, ce qui est critiqué, c'est le choix de l'Europe de faire un choix technologique plus qu'un choix d'émissions et d'encadrement des normes d'émissions. Maintenant, ce qui va se passer, c'est une grande question. Je pense qu'ils vont être contraints au niveau européen de trouver un compromis et de laisser justement cette porte ouverte à ces carburants, à ces biocarburants ou à ces carburants de synthèse, qui sont encore une fois une vraie possibilité de décarboner complètement le transport. Oui, les constructeurs haut de gamme allemands poussent pour ces carburants de synthèse, hein, Nicolas Lenormand. Guillaume, restez avec nous, Nicolas. Guillaume est à Cambrai, dans le Nord, et veut intervenir. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Jacques et bonjour Monsieur Lenormand. Bonjour. Alors, je réagis effectivement sur le sujet. Vous vous souvenez, Jean-Jacques, il y a quelque temps, nous avions intervenu auprès du ministre des Transports et j'avais évoqué ce sujet des carburants de synthèse. Je me souviens, oui. Vous vous souvenez? Et par rapport à ça, évidemment que c'est une logique implacable. Il y a des enjeux qui sont énormes côté industriel. Effectivement, côté constructeurs européens, on cible notamment les constructeurs premium, hein, du type BMW. Il y a Porsche qui est en train de travailler ardemment sur le sujet des carburants de synthèse. Je ne suis pas étonné qu'ils mettent leur veto. Maintenant, il y a aussi, faut comprendre une chose. La position européenne est compliquée dans la mesure où on a un enjeu qui est financier, on a du lobbying derrière avec des investissements qui ont été faits. On a dit au groupe industriel, arrêtez avec des moteurs thermiques à combustion bien sûr. Hein. Donc, notamment Guillaume, disons clairement les choses, notamment les constructeurs français qui se sont engagés vers l'électrique à fond. Et tout à fait. Alors, sachant quand même que le groupe Stellantis n'a jamais été un fervent passionné de l'électrique. Il l'a dit haut et fort, M. Tavard l'a dit. Toyota, dans une autre mesure, pousse aussi à développer d'autres technologies. Il développe également des moteurs à combustion hydrogène, hein, donc qui permet aussi. Donc c'est une voie qu'il faut. Voilà, il n'y a pas que la technologie électrique qui n'est pas viable à 100% pour tout le monde. Pour moi. Merci Guillaume. Dans tous les cas, Nicolas Lenormand, la position des constructeurs français, quelle est-elle ?
pense que les constructeurs français, en grande majorité, ont fait les investissements pour produire de l'électrique aujourd'hui et produire de l'électrique à grand volume. Sur les voitures légères comme sur les poids lourds d'ailleurs. Néanmoins, je pense que tous, de toute façon, seront d'accord pour qu'on puisse laisser cette porte ouverte à carburants de synthèse, applications thermiques avec des carburants de synthèse. Et notamment là-dessus, il y a des choses qui sont intéressantes au niveau français. Il y a le programme Beautiful qui est mis en place par le groupe Avril où on va fabriquer du méthane puis du carburant à partir de grumes de bois. Oui. Et là, en France, c'est vrai que quand on voit ce qu'il y a par terre en ce moment, on se dit qu'il y a peut-être des débouchés là-dessus. Il y a des carburants de synthèse aussi qui sont en cours de développement à partir d'algues marines. Et il y a vraiment de très très belles perspectives. Et c'est dommage que de facto, avant même que ces nouvelles technologies soient abouties et puissent sortir, que l'Europe leur forme la porte au nez est à mon avis une erreur. C'est une erreur, mais là, l'Europe va peut-être être obligée de reculer, hein, Nicolas Lenormand. Ce serait bien, ou en tout cas qu'elle retrouve son rôle de normalisateur. Voilà, de normalisateur. Exactement. Oui, parce qu'il faut une majorité qualifiée nécessaire pour faire adopter, je le rappelle. Et aujourd'hui, évidemment, avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec la Pologne, avec la Bulgarie, les autres pays, sans ces pays-là, les autres pays n'auront pas une majorité relative. Bien, restez encore avec nous, Nicolas, parce que j'ai un nouvel auditeur, Abdelhak, qui est à Mont-de-Marsan dans les Landes. Bonjour Abdelhak. Bonjour Jean-Jacques, juste 10 secondes pour vous dire qui ne saute pas n'est pas ni moi. Merci Abdelhak, ça va être dur, on va tout faire pour s'en sortir, je peux vous le dire. On va s'en sortir, c'est sûr et certain. Mais et oui, on va s'en sortir. Il faut que tout le monde soit derrière le club là maintenant. Voilà. Bon, c'est une petite parenthèse pour Nîmes Olympique. Je salue la victoire de samedi soir. Abdelhak, vous êtes garagiste à Mont-de-Marsan dans les Landes. Allez-y Abdelhak. Oui, c'est là où on voit toute la différence entre les gens qui vivent dans notre monde et les gens qui griffonnent des papiers à 100 000 lieues des citoyens. Dans 12 ans, c'est 2035, à peine 12 ans. En 12 ans, est-ce que on peut avoir le discours en disant on arrête les voitures thermiques, sachant le coût exorbitant des voitures électriques, sachant qu'on nous a demandé de faire des économies d'énergie, donc on n'arrive même pas à produire au niveau mondial et encore plus européen assez d'électricité, donc on n'en aura jamais de toute façon pour faire rouler les concitoyens. Mais déjà, rien que l'achat de voiture électrique, qui est la plus polluante, je rappelle qu'il faut près d'1 million de litres d'eau pour fabriquer une batterie de voitures électriques. Alors, on nous parle d'énormément de choses comme ça. C'est pour ça, ils nous auraient dit en 2055 et tout, etc. L'objectif, c'est ça. On laisserait. Mais là, regardez, même aujourd'hui, moi, je me suis bagarré. J'ai fait la formation pour faire les voitures, les faire rouler à l'éthanol. On s'est bagarré. Aujourd'hui, le prix de l'éthanol, il a grimpé de près de 40%. C'est énorme. Donc, en fait, on ne s'en sortira jamais. Même ce qui sera alternatif, vous verrez que ça vienne du bois. La molécule à partir du bois là, pour fabriquer de l'éthanol, ça existe déjà. C'est il y a 7 ou 8 ans déjà que c'est dans les tablettes. Ils disaient si on manque de maïs pour fabriquer ou de betterave pour fabriquer l'éthanol, c'est pas grave. Avec la pourriture de bois, on a déjà le brevet et tout. Il est français en plus le brevet. Mais ils vont nous trouver un moyen. Ils diront que le bois ce sera pas écologique, que ça devient de plus en plus cher. Non, il faut juste poser les choses et se demander. Bien sûr que c'est de la bonne volonté, de bonne augure de dire il faut qu'on pollue moins avec les carburants d'aujourd'hui. Mais il y a ce qui est possible. Non, mais il y a 1000 possibilités pour sortir du fossile. 1000 possibilités des carburants fossiles. Les carburants de synthèse, évidemment, c'est Nicolas Lenormand. Vous écoutez Abdelhak, que voulez-vous dire ? Non, je suis tout à fait en ligne. L'enjeu principal est de sortir effectivement de la consommation de carburants fossiles pour les moteurs thermiques comme pour la production d'électricité, encore une fois, ce qui n'est pas le cas en Europe et ce qui est loin d'être le cas. Et là-dessus, toutes les innovations et tout ce que nos industries pourront sortir sont bons à prendre. Bah, bien sûr. Et aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est aussi le choix des citoyens européens qui doit permettre d'arriver à obtenir et à atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre de l'Europe. Merci dans tous les cas. Merci à vous. Merci Nicolas Lenormand, Abdelhak, merci. Vous n'hésitez pas, vous continuez. 0826 300 300 à réagir. Il est 10h45. Dans un instant, nous allons partir pour le Gard. Pourquoi ? Plusieurs chiens
sont morts empoisonnés lors de la finale, c'était hier, du championnat de France de canicross. 3 chiens sont morts, l'un est entre la vie et la mort. Ils ont été empoisonnés à l'occasion de ce championnat de France de canicross. Vous savez, le canicross, c'est une course à pied en compagnie d'un chien qui se tenait à Vauvert dans le Gard. Nous serons dans un instant avec Émilie Nelson, qui est vice-présidente du club Canicross 30, directrice technique fédérale adjointe de la Fédération des sports et loisirs canins. Que s'est-il passé dans le Gard? À tout de suite, il est 10h45, 11h moins le quart. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h49. Mais que s'est-il passé hier à Vauvert dans le Gard? Émilie Nelson, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du club Canicross, directrice technique fédérale adjointe de la Fédération des sports et loisirs canins. Vous organisiez à Vauvert la finale du championnat de France de canicross. Qu'est-ce que le canicross? J'explique. Il s'agit d'une course à pied. Vous courez en compagnie d'un chien, de votre chien, ou en compagnie d'un chien. Le championnat de France devait se tenir donc à Vauvert, dans le Gard. Et avant le départ, des chiens sont décédés. Expliquez-nous, Émilie Nelson. En fait, le championnat de France se déroulait en 2 manches. Donc, il y avait une manche le samedi qui s'est déroulée correctement et sans problème. Et la deuxième manche le dimanche, du coup. Nous sommes arrivés sur site à 6h, car les premiers départs de course étaient à 7h. Et à 6h30, on a entendu crier sur le parking certaines personnes en disant que des chiens étaient empoisonnés. Donc l'équipe vétérinaire était sur place, elle est immédiatement montée voir les chiens pour les prendre en charge. En fait, les 3 chiens se sont empoisonnés à quelques secondes d'intervalle. Donc il était impossible d'éviter le drame pour ces 3 chiens parce qu'on n'a pas pu réagir entre-temps. Malheureusement, ils sont toutes les 3 décédés quelques minutes plus tard dans la voiture pour aller vers la clinique Veto de notre vétérinaire du club. Un 4e chien a été empoisonné quelques minutes plus tard et il est encore hospitalisé dans une clinique vétérinaire de Montpellier. On attend de ses nouvelles impatiemment. Émilie Nelson, 3 chiens empoisonnés, d'autres auraient pu l'être, empoisonnés par des boulettes de viande dans lesquelles quelqu'un avait introduit un produit à limaces, c'est cela ? On ne sait pas encore, on attend les résultats d'analyse. La gendarmerie a récupéré tous les échantillons que nous avons récupérés sur site. Donc on en saura plus quand on aura ces analyses. Mais ce sont bien des boulettes de viande? Oui, c'était des boulettes de viande avec des granulés noirs dedans, mais on ne sait pas exactement quel produit c'était. Des boulettes de viande qui avaient été déposées où? Sur le parking des voitures, en fait. Nous avions 2 parkings, un parking camping-car où les gens donc dormaient toute la nuit. Donc sur ce parking-là, on n'a rien retrouvé. Sur le site de la course qui était au centre des 2 parkings, on avait un vigile bénévole toute la nuit, donc personne n'est venu sur le site. Et par contre, sur le parking des voitures où il n'y avait personne la nuit, en fait, ils sont venus répandre ces boulettes de viande. Certains sont venus répandre ces boulettes de viande empoisonnées sur ce parking, dans l'intention de tuer les chiens. Ça fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Mais il n'y a aucune piste pour l'instant. Non, on ne sait pas. La gendarmerie y travaille, mais on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Nous, on ne peut pas imaginer, enfin, on ne sait pas qui peut nous en vouloir pour commettre un tel geste. Mais qui ça peut être? Des voisins qui sont dérangés par ce genre d'événement? Moi, je ne vois pas trop. Je ne sais pas. Certains qui pourraient penser que la cause animale, non, je ne sais pas, qui seraient des défenseurs de la cause animale. Non, ça paraît invraisemblable. Je ne pense pas que ce soit la cause animale parce que la priorité dans nos disciplines, c'est vraiment le bien-être du chien. Par exemple, ce week-end, les températures étaient annoncées un petit peu élevées. Toutes les distances des courses ont été réduites. Vraiment, la priorité de notre règlement et de nos disciplines, c'est le bien-être de nos chiens et de les préserver au maximum parce que ce sont des membres de nos familles, en fait. Donc, je pense pas. Racontez-nous le canicross. C'est un cross de combien de kilomètres? Alors, en fait, ce week-end, il y avait plusieurs épreuves de prévues. Il y avait le canicross, qui est donc une discipline attelée en course à pied. Donc, le chien court devant avec un harnais de traction, comme les chiens de traîneau. Et on est relié à lui par une longe élastique et un baudrier qui vient se mettre sur nos fesses. Et en fait, la discipline se pratique également en VTT et en trottinette. En VTT et en trottinette. Voilà. Et donc là, c'était un parcours à la base de 5,2 km qui était prévu pour ce week-end, qui a été réduit à 2,7 km à cause de la température qui était annoncée un peu trop élevée. Et quelle que soit la race du chien? Quelle que soit la race du chien, c'est ouvert à tous les chiens qui sont en bonne santé pour le pratiquer.
Et pour le pratiquer. Et les adeptes du canicross sont des hommes ou des femmes qui aiment courir, évidemment, et qui aiment les chiens, évidemment. Évidemment, oui. C'est un moment de partage et de complicité avec nos animaux. Évidemment, évidemment. J'imagine la détresse, Émilie, parce que vous qui aimez les chiens, vous qui aimez cette discipline, comment peut-on en venir à empoisonner des chiens ? Ça a été une journée cauchemardesque. On avait envie de se réveiller ce matin et de se dire que c'était qu'un mauvais cauchemar. Malheureusement, on a bien vécu la journée d'hier et on ne comprend pas comment on peut être aussi cruel et envers nos animaux qui n'ont rien demandé. Les gens auraient pu vouloir voler des choses sur le site, casser, nous déranger, enlever le balisage de la course, mais s'en prendre à nos chiens, c'était d'une violence extrême. Vous avez évidemment tout annulé ? On a annulé l'épreuve immédiatement, en fait, dès qu'on a réussi à gérer les 4 chiens. Oui. On a demandé à tous les participants de rentrer leurs chiens dans les voitures, de ne plus les sortir sur site. Et on a fait un briefing d'urgence pour expliquer la situation. Oui. Et on a fait des podiums très rapidement, juste parce qu'il fallait les faire, parce que c'était un championnat de France. Mais on a annulé toutes les épreuves et on a demandé aux gens de quitter le site. Beaucoup de boulettes ont été retrouvées ? Une bonne douzaine en tout cas sur ce que j'ai vu. Une bonne douzaine. Oui. Ouais. Imaginons des enfants touchant ces boulettes. Le résultat aurait été le même. C'est ça le gros problème, c'est que ça aurait pu être des enfants. Comment des irresponsables, des assassins de chiens, là en l'occurrence, comment peut-on poser des boulettes empoisonnées au risque non seulement de tuer des chiens, mais aussi de tuer des enfants? Je ne sais pas. On ne comprend pas tant de cruauté. Bien, merci Émilie Nelson. Merci. Dans tous les cas. Plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Vous réagissez, 0826 300 300. Ça vous fait réagir, j'en suis certain. 0826 300 300. Bien, entre 11h et midi, débat comme tous les jours, vous savez, vous avez l'habitude. Là encore, je vous demande de réagir. Pourquoi ? Parce que le sujet vous fait réagir, j'en suis sûr, avec la guerre en Ukraine. Assiste-t-on à une résurgence de l'anti-américanisme ? Est-ce que vous rejetez dos à dos Russes et Américains ? Certains le font. Les Américains seraient-ils des profiteurs de guerre ? Est-ce si simple que cela, cet anti-américanisme qui ressurgit de temps à autre dans notre pays? Qu'en pensez-vous ? Allez-y, 0826 300 300, nos invités. Après 11h, il est 10h56. Jean-Jacques Bourdin. Bien, avec la guerre en Ukraine, est-ce qu'on assiste à une résurgence de l'anti-américanisme ? Je voudrais ouvrir le débat ce matin sur l'antenne de Sud Radio parce que j'entends ici ou là des intervenants renvoyer Russes et Américains dos à dos. J'ai même entendu, c'était avec nous vendredi dernier, Olivier Matteux, qui est responsable de la CGT des Bouches-du-Rhône, dire de toute façon, les Américains et les Russes se nourrissent sur notre dos. Les uns comme les autres sont co-responsables de ce qui se passe en Ukraine et les uns comme les autres, évidemment, récupèrent les marrons du feu. Bien, qu'en pensez-vous ? Allez-y, 0826 300 300. L'anti-américanisme, c'est pas nouveau, hein. On se souvient du livre de Jean-François Revel, L'obsession anti-américaine. Ce n'est pas nouveau, l'anti-américanisme. Il y a une résurgence. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. Allez-y, hein. Est-ce que vous renvoyez dos à dos Américains et Russes ? Allez-y, n'hésitez pas. Vous appelez, vous intervenez. 11h03 pour débattre. Nous avons avec nous André Caspi, historien spécialiste des États-Unis. Bonjour André Caspi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dominique Simonet, qui est journaliste spécialiste des États-Unis, auteur de Les grands jours qui ont changé l'Amérique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et en ligne, Julien Aubert, membre des Républicains, président du mouvement Oser la France. Julien Aubert, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, Julien Aubert, je commence avec vous. Est-ce que nous assistons à une résurgence de l'anti-américanisme ? Une résurgence, je pense qu'il y a effectivement une forme aujourd'hui, quelques manifestations qui sont assez logiques parce qu'on voit que les Américains ont effectivement profité sur certains plans de cette guerre en Ukraine. Je pense notamment au sujet du gaz, pour lequel ils se sont substitués aux Russes. Et puis ensuite, parce que pour ceux qui s'intéressent aux relations internationales, la guerre en Ukraine est à repositionner dans une succession de coups de couteau donnés à la Charte des Nations Unies depuis 1990,
avec l'indépendance du Kosovo, le mandat en Libye, il y a eu la guerre en Géorgie, enfin il y a eu de part et d'autre américano-russes, des élongations par rapport à la charte. Il n'en reste pas moins que la Russie est l'agresseur sur ce point particulier de l'Ukraine et que les mettre sur le même plan est un peu inéquitable. C'est inéquitable. Résurgence de l'anti-américanisme, André Caspi? Alors je pense d'abord qu'il faudrait définir l'anti-américanisme. Oui. L'anti-américanisme peut en effet se manifester lorsque l'on parle de l'Ukraine. Oui. Mais l'anti-américanisme, c'est aussi une façon de réagir contre la société américaine. Oui. Et il me semble qu'en France, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que l'influence de la société américaine est de plus en plus forte. Regardez par exemple la langue que nous utilisons, elle est pleine d'anglicismes, comme on dit. Mais ce ne sont pas des anglicismes, ce sont des américanismes. Et puis la manière dont nous nourrissons, la manière dont nous allons au cinéma, ou dont nous devrions aller au cinéma, tout cela montre l'influence très forte des États-Unis. Et de plus en plus forte, André Caspi. Plus en plus forte sur la société française. C'est très regrettable d'ailleurs, parce que je pense que la société française a son originalité, a sa personnalité. Il faut absolument la maintenir. Et c'est plutôt l'inverse qui devrait se manifester. C'est-à-dire que les Américains sont admiratifs très souvent de la France. Mais il faudrait aussi que les Français comprennent qu'ils ne doivent pas simplement se contenter d'imiter la société américaine. Dominique Simonet. Oui, c'est vrai qu'il y a un fond d'anti-américanisme qui est là depuis toujours, je dirais, depuis les origines des deux démocraties. Et d'ailleurs, il y a sans doute quelque chose qui relève de ça. C'est cette vieille concurrence entre les deux démocraties pour dire, mais c'était moi la première, c'est moi qui défends les grandes valeurs démocratiques. Donc il y a cette concurrence. Mais il y a plusieurs formes d'anti-américanisme en France. Vous avez une forme qui est plutôt aux extrêmes, à droite, gauche et à droite, à gauche et à droite. Voilà. Il y en a une qui est un peu antidémocratique, disons très souverainiste, et qui ne supporte pas effectivement l'influence américaine, comme le disait André, grandissante. Et vous en avez une très virulente en ce moment à l'extrême gauche, qui est en fait anticapitaliste, qui est fondée sur, on pourra revenir dans les détails si vous voulez, mais qui est fondée sur l'histoire. Sur le marxisme, c'est une tradition et qui considère que les États-Unis sont l'ennemi et qui a considéré même à un certain moment que les États-Unis étaient l'ennemi avant même l'URSS. Donc c'est deux choses un peu très différentes malgré tout. Ce mélange, il y a une espèce d'osmose et puis il y a un vieux ressentiment. Et moi je crois aussi il y a quelque chose, c'est que il y a un sentiment de déclassement en France. On n'est plus vraiment une grande puissance. Il faut bien le dire, on est une moyenne puissance. Et ça, c'est difficile à accepter. Donc on a besoin de boucs émissaires. On a besoin de se dire, c'est pas vrai, c'est pas de notre faute. C'est la faute aux Américains. Et voilà, c'est la faute aux Américains. C'est la faute aux Américains, oui. Et puis on a ces relents révolutionnaires, par exemple chez Jean-Luc Mélenchon, l'Amérique du Sud révolutionnaire qui conteste évidemment l'impérialisme américain. C'est le guerriero d'hier, ça. C'est le guerriero d'hier. C'est celui qui veut en somme montrer que il brandit le drapeau de l'anti-américanisme précisément parce que il est favorable à la libération des peuples. Bon, on peut en effet le croire ou ne pas le croire. Chacun fera son opinion. Mais ce qui est quand même frappant, je crois, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire que nous subissons une influence très forte vous n'êtes des pas États-Unis. Vous pensez absolument pas que l'anti-américanisme progresse. L'anti-américanisme ne progresse pas en tant que tel. Moi, je pense que ce qui progresse, c'est l'influence américaine sur la France, sans que les Français s'en aperçoivent. Julien Aubert, vous êtes d'accord avec André Caspi ? Oui, je suis d'accord. Effectivement, il y a une influence de plus en plus grande. Vous le voyez d'ailleurs, par exemple, sur le débat que nous avons actuellement sur l'IVG. Exactement. C'est une décision d'une Cour suprême américaine qui provoque un débat politique en France. Nous avions eu la même chose à propos des fausses nouvelles. C'est la campagne présidentielle américaine qui avait lancé le sujet des fake news, en français dans le texte, et ça avait donné lieu à un texte de loi en France. Maintenant, un point de divergence quand même par rapport à la situation de l'extrême gauche,
c'est que effectivement Jean-Luc Mélenchon fait partie de ceux qui sont les plus anti-américains. Il y a un côté très style ancien, effectivement marxiste, et pourtant la France insoumise est le vecteur le plus actif des idéologies de déconstruction américaines et de la convergence des luttes qui sont... Vous parlez du wokisme, vous parlez de... Oui, j'essaie de tourner autour du mot anglais pour pas... Oui, je comprends. Pour pas qu'on m'accuse d'américanisme. Oui, mais oui. Ils sont les plus woke de la classe politique, donc il y a quand même ils sont un peu schizophrènes. Oui, une contradiction. C'est ça. Au moins une contradiction. Hein, je rappelle aussi, et ça j'ai remarqué l'éditorial de mon confrère Étienne Gernel, le patron du Point, qui justement consacrait son éditorial à l'anti-américanisme et qui disait évidemment le plan de relance protectionniste de Joe Biden est très contesté à juste titre par les Français, par les Européens. Il menace clairement nos intérêts, je le lis, sauf que la réponse sans aucun doute ne peut être qu'européenne, avec des investissements et un marché intérieur qui seuls ont la taille critique. Or, la plupart de nos anti-américains, notamment ceux du front Le Péno-mélanchoniste, n'en veulent pas, puisque l'Europe est leur autre grand Satan quand on vous dit que l'anti-américanisme rend idiot. Oui, bon. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? L'anti-américanisme rend idiot. Oui, je crois en effet que l'anti-américanisme ne correspond pas à une réalité internationale. Oui. C'est un sentiment, c'est une manière de se comporter, c'est une réaction. Mais il est évident que chaque État doit défendre ses intérêts nationaux, doit défendre ses intérêts économiques. Je ne vois absolument aucune objection à l'idée de trouver une solution au problème des relations économiques entre les États-Unis et la France, ou les États-Unis et l'Europe. Ça fait partie tout à fait de notre démarche. Mais ça n'est pas l'anti-américanisme. Ce que j'appelle l'anti-américanisme, c'est de penser que tout ce qui vient d'Amérique est mauvais. Et pourtant, comme le dit très bien Julien Aubert, et pourtant une bonne partie de l'idéologie qui se manifeste du côté de l'extrême gauche est inspirée par les idées américaines, que ce soit par exemple, on a cité le cas de l'IVG, mais ça peut être aussi le cas de tout ce qui touche aux relations sexuelles, tout ce qui touche aux relations entre les hommes et les femmes, tout ce qui touche en somme aux relations entre les races, la notion même de race. La notion de race, c'est une notion américaine. En France, on ne dit pas qu'on est d'une race blanche ou d'une race noire ou d'une race métisse. Aux États-Unis, on le dit. Bon, ben, ça vient petit à petit en France, et je pense que c'est là une influence qui est néfaste, mais qui est propagée sans aucun doute par bon nombre de Français, y compris et surtout par l'extrême gauche. Bien, il est 11h13. Allez, première pause. Ce débat est maintenant lancé. J'aimerais que vous veniez y participer. 0826 300 300. Encore une fois, je prends la guerre en Ukraine comme détonateur, entre guillemets, détonateur, la guerre en Ukraine, hein. Vous avez vu, hein, André Caspi, oui, c'est un peu excessif. Enfin, le mot est juste. Oui, le mot est juste, bien sûr que le mot est juste. Je vous dis ça parce que je l'entends, vous aussi, vous l'entendez sans cesse, les Américains, si on fournit des armes à l'Ukraine, c'est parce qu'on est poussé par les Américains, c'est une guerre que conduisent les Américains contre les Russes, vous l'entendez, nous l'entendons, nous allons... et si vous avez cette idée-là, si vous pensez cela, encore une fois, j'avais ce responsable de la CGT important, puisqu'il est candidat à la succession pour le secrétariat national de la CGT, hein, Olivier Matteux, qui est responsable de la CGT à les Bouches-du-Rhône, qui disait sur l'antenne l'autre jour, vendredi était avec moi, eh bien écoutez, Américains et Russes, ce sont les mêmes, de toute façon, ils se nourrissent sur notre dos. Il est 11h14, allez-y, vous réagissez, à tout de suite sur l'antenne de Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h17. Julien Aubert, nous parlions tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon et d'une partie de l'extrême gauche anti-américaine. Est-ce que les souverainistes ne sont pas non plus très anti-américains ? Non, mais moi je pense que il y a un distinguo à faire. Ce que j'aime pas dans l'édito de votre collègue Gernel, c'est qu'il fait de l'attitude critique vis-à-vis de la politique américaine une forme d'idéologie, comme si on était systématiquement anti-américain. En réalité, la critique des positions américaines, elle peut procéder d'une analyse rationnelle. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais un peu de géopolitique, c'est-à-dire que les Américains
lorsque la Russie a commencé à s'ouvrir, ont continué sur une politique étrangère qui visait à la contenir et à l'enserrer, à part les quelques années sous Yeltsin, et à essayer de pousser leur pion en Europe de l'Est. Moi, je réagis, si vous voulez, en responsable politique français. L'intérêt, c'est, je dirais, c'est l'équilibre de l'Europe. Et je constate que cette politique a en réalité poussé la Russie dans les bras des Chinois et l'a conduit finalement. Elle nous avait d'ailleurs prévenu il y a 15 ans au Bundestag, Vladimir Poutine nous avait dit « ne venez pas en Ukraine, ça finira mal ». Et donc, à force de pousser dans les retranchements, il a fini par commettre l'irréparable et envahir l'Ukraine. Donc je crois... Oui, Julien Aubert, voilà. Est-ce qu'on doit aujourd'hui, on va faire une petite parenthèse Ukraine, puisque vous dites que si la Russie envahit l'Ukraine, c'est parce que l'Occident, les Américains sont intervenus en Ukraine. C'est pour cela, selon vous, Julien Aubert. Pas seulement en Ukraine, c'est-à-dire qu'effectivement... Ah mais non, mais c'est ce que vous dites. Est-ce que les Russes sont en Ukraine? Est-ce que les Russes ont été, si j'ai bien compris, obligés d'envahir l'Ukraine? Non, on n'est jamais obligé d'envahir son voisin. Ah bon, d'accord. En revanche, ils avaient prévenu que la poussée de l'influence américaine en Ukraine et la poussée occidentale, comme ils considèrent, si vous voulez, que c'est leur espace stratégique, ils ne veulent pas, et c'est leur espace de sécurité, c'est la conception russe de la sécurité, et donc en plus il y a des minorités russes, donc ils s'estiment liés. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, ça a fini par provoquer une réaction. Mais il faut comprendre l'Ukraine comme la succession, je dirais, d'étapes préalables. Et ça fait en réalité 30 ans que se joue un jeu entre la Russie et les États-Unis dans diverses parties du monde, où on se soucie de moins en moins du droit, et on fait avancer ses intérêts. Et entre deux puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça peut très mal se terminer. Bien, Dominique Simonet. Moi, je suis pas trop d'accord avec cette analyse. Pourquoi écoutez, s'il y a quelque chose de prédéfini, c'est bien l'attitude de Vladimir Poutine depuis des années, voire des décennies, cette attitude hégémonique et cette volonté de reconstituer un empire russe ou une vision fantasmée de l'URSS, etc. Je veux dire, et là, en Ukraine, les Américains sont venus, ils n'avaient pas forcément envie de venir. Hein, ils sont plus intéressés par la sécurité en Indo-Pacifique qu'en Europe. Et je vous rappelle que les Européens et la France est engagée aussi. Il y a aussi une question simple de valeurs démocratiques. Il y a un camp démocratique aujourd'hui face à des invasions qui sont celles de dictateurs fous, sanguinaires, qui se comportent en Ukraine comme pire que d'ailleurs, enfin pire, non pas pire, c'est pas, mais en tout cas comme les nazis avec ces massacres. Je veux dire, donc la question ne se pose pas. Et moi, je suis désolé, mais je suis totalement scandalisé quand on ose comparer, mettre les deux sur le même plan. Les États-Unis et l'URSS, en ce moment, dans le contexte de l'Ukraine, et la Russie, pardon. Alors les États-Unis ont contribué à la fin de l'URSS, au passage. Alors que les États-Unis trouvent un intérêt économique, oui, d'accord, chaque pays défend ses intérêts, ils ont un intérêt. Mais c'est pas une raison pour mettre en retrait l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont la liberté, nos valeurs démocratiques que nous avons en commun. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Simonet. On ne défend pas les valeurs démocratiques en Ukraine. On défend... Oui, parce que on défend le respect de la paix internationale et le respect de la Charte des Nations Unies qui interdit à un État d'envahir un autre. La Russie serait un pays démocratique, que cela n'enlèverait strictement rien au fait qu'il faudrait la faire déménager d'Ukraine. C'est-à-dire que la nature du régime russe ne doit pas interférer avec la politique qu'on souhaite mener, notamment par rapport à la paix internationale. Et lorsque je parlais d'influence américaine, je parlais rappelez-vous, en République tchèque et en Pologne, les projets de boucliers antimissiles qui étaient en réalité plutôt tournés vers l'affaiblissement du potentiel nucléaire russe. Rappelez-vous l'indépendance du Kosovo en Serbie. Kosovo qui n'était pas un État indépendant, qui était une province serbe, et pour lequel on a permis l'émancipation de cet État, alors qu'en réalité, ce n'était pas du tout le droit international de l'époque. Donc ça, il faut l'avoir en tête
lorsqu'on comprend le point de vue russe. Alors après, c'est vrai que je vous rejoins sur le fait qu'il y a une espèce de fantasme d'empire russe, la recréation des minorités, enfin le fait de faire le lien avec les minorités russes, ça c'est vrai. Néanmoins, il faut toujours avoir, de mon point de vue, un positionnement équilibré par rapport à ceci. Et l'idée, si vous voulez, de la croisade pour la démocratie, moi je m'en méfie beaucoup, parce que je retrouve les relents de George Bush lorsqu'il a fallu, là aussi, ouvrir des conflits inutiles. Oui, vous parlez du conflit inutile en Irak, hein, Julien Aubert. Je rappelle quand même que de nombreux pays arabes ont poussé George Bush à intervenir en Irak, hein, pour mettre à bas Saddam Hussein. Hein. Oui, mais je veux dire, la guerre en Irak n'était pas justifiée par des règles de droit international. C'est-à-dire qu'on l'a suspecté d'avoir violé certaines règles, on s'est aperçu que c'était faux. Et après, on a trouvé d'autres prétextes, qui étaient en l'occurrence le fait qu'il y avait des détentions d'armes. Mais c'était pas l'objet initial de la guerre. Mais oui. Les États-Unis ne devraient pas intervenir en Ukraine. Ce serait aux Européens de se débrouiller tout seuls, ou on laisse l'Ukraine comme ça ? Pas du tout. C'est quoi votre position par rapport à ça ? Ma position, c'est que vous avez un Conseil de sécurité des Nations Unies, vous avez des règles. Donc effectivement, lorsque vous avez une violation de ces règles, avec le veto de la Russie, du monde. Avec le veto de la Russie, donc les Nations Unies. Vous avez un truc qui s'appelle la résolution Hutchison, qui est une résolution qui a été votée dans les années 60, qui permet, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies est justement bloqué, de passer par l'Assemblée générale. Et donc vous pouvez très très bien déployer des forces de maintien de la paix, vous avez toute l'attitude pour prendre des sanctions économiques, mais ça n'est pas une coalition d'États qui la prend, c'est l'ensemble de la communauté internationale, parce que l'atteinte à l'un des États est en réalité une atteinte à tous. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en train de devenir lentement co-belligérants d'un conflit. Au passage, je vous ferai remarquer que le Parlement n'a pas du tout débattu de ce sujet-là, et personne ne prendra ses responsabilités si demain vous avez un emballement ou une escalade. Là, on vous expliquera que on est confronté, maintenant on va se retrouver sur le front. Bien. Les Français, ils n'ont pas voté pour ça. Eh bien, Julien Aubert, il est intéressant d'ailleurs, parce que le débat est ouvert dans la société française sur la nécessité aujourd'hui d'un débat au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, peut-être suivi d'un vote sur, effectivement, l'aide militaire apportée à l'Ukraine. André Caspic, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne réfléchit pas suffisamment au rôle de l'OTAN. Oui. Parce qu'au fond, si les États-Unis sont présents en Ukraine, c'est au nom de l'OTAN. Oui. Alors on nous a dit il y a quelque temps que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Oui. De toute évidence, ça n'est pas le cas. En tout cas, l'OTAN a été réveillé. Il a été réveillé par les États-Unis. C'est-à-dire qu'au fond, la faute majeure, je crois, de l'OTAN, c'est d'avoir hésité sur l'intégration immédiate ou non de l'Ukraine. C'est-à-dire si l'Ukraine avait été immédiatement admise dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, bien que l'Ukraine soit très loin de l'Atlantique, il n'empêche que cela aurait eu un sens d'intervenir et de soutenir l'Ukraine contre la Russie. Il est probable que les Russes ne seraient pas intervenus, d'ailleurs. Et il est probable que les Russes ne seraient pas intervenus, vous avez tout à fait raison. Mais c'est notre faute. C'est-à-dire que le résultat, au fond, c'est que l'insuffisance de l'OTAN a déclenché l'intervention américaine. L'Amérique a réveillé l'OTAN. Et c'est en réveillant l'OTAN que l'Amérique a pris la tête de cette croisade contre la Russie. Alors, n'oubliez pas, par exemple, qu'aujourd'hui, les États-Unis fournissent environ 50 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Oui. En comparaison, la France fournit à peu près 700 millions. Oui. On est un peu loin. On est un peu loin. Enfin, on est un peu loin. Notre puissance est un peu loin. Le deuxième fournisseur après les États-Unis, c'est le Royaume-Uni, qui lui est aux environs de 5 à 6 milliards. Donc entre 5, 6 milliards et 50 milliards, il y a quand même une différence. Donc ça veut dire que les États-Unis ont pris parti pour la défense de l'Ukraine au nom de l'OTAN, parce que nous n'avons pas su donner à l'OTAN toute la force qui était nécessaire. Et cela entraîne, je termine sur ce point, et cela entraîne aujourd'hui un risque de guerre froide qui pourrait très bien devenir guerre chaude, parce que non seulement
les États-Unis et la Russie sont concernés, mais maintenant c'est la Chine. C'est-à-dire qu'au fond, on est là dans une configuration où précisément il peut y avoir une coagulation, si l'on peut dire, des forces russes et chinoises contre l'Occident et en particulier contre les États-Unis. Oui, enfin moi je suis un peu plus cynique que vous, André Caspi. Est-ce qu'on ne va pas assister à un gel de cette guerre sur le territoire ukrainien? Finalement, tout le monde, les principales victimes, ce seront les Ukrainiens eux-mêmes. Je vous le dis, parce qu'il risque d'y avoir un gel militaire volontaire de la part des grandes puissances pour effectivement ne pas élargir encore un peu plus le conflit. Oui, mais enfin, n'oubliez pas qu'il y a des risques d'élargissement. Oui. Du côté de la Moldavie, pour l'instant, on ne les voit pas. Hein. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a des membres de l'OTAN, comme la Pologne, qui sont autrement plus actifs et activistes que la France ou que le Royaume-Uni. Julien Aubert, on va en parler. Il est 11h28, on va pas tout faire sur l'Ukraine. Je voudrais revenir sur l'influence américaine et sur effectivement l'influence culturelle américaine. Est-ce qu'elle évolue ou pas? Il est 11h29. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. 0826 300 300. N'hésitez pas, appelez-nous. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h32. Merci d'être avec nous. Alors, anti-américanisme ou pas, que reproche-t-on aux Américains? Leur interventionnisme partout, interventionnisme militaire, interventionnisme sur les marchés, interventionnisme dans la déréglementation des marchés, leur système peut-être ultra-libéral qu'on ne comprend pas très bien, ce capitalisme qui serait source d'inégalités, une économie qui est parfois aussi subventionnée, leur influence culturelle, évidemment, on leur reproche. C'est vrai que la place de la religion aux États-Unis que nous ne comprenons pas, nous en Europe et notamment en France. Julien Aubert, on leur reproche tout cela? Oui, à des degrés divers et ça dépend des sensibilités politiques. Oui. Je crois que je pense que l'un des reproches qu'on peut faire, c'est qui est parfaitement normal d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils privilégient leur intérêt national, ce qui est tout à fait logique, et qu'ils le font, quitte à affaiblir parfois leurs alliés lorsque c'est nécessaire, parce qu'il n'y a pas d'amis en relations internationales, et notamment dans le système monétaire, c'est-à-dire que on voit bien que le dollar reste la référence mondiale. Ils l'utilisent comme arme pour taper sur les doigts de leurs amis lorsqu'ils ne veulent pas qu'on aille chercher des marchés que leurs entreprises visent. Et en même temps, ce dollar, il est maintenu suprême dans le système international, alors que l'économie américaine est quand même très largement endettée et que ça repose beaucoup sur la confiance et sur l'entretien d'un cycle. Alors, Julien Aubert, justement, le stress est en train de gagner les marchés. Il y a une banque américaine qui a fait faillite. Alors, que se passe-t-il? Les bourses continuent de chuter ce matin. Paris, par exemple, a reculé de 2,95, Francfort de 3,12, Londres de 2,43, Milan de 4,60. Et parmi les banques, BNP Paribas a chuté à la bourse de 6,06, Santander, banque espagnole, de 7,37, ING de 8,30 et Commerzbank de 12%. Donc évidemment, dès qu'il se passe un petit mouvement aux États-Unis, dans le système financier, le système bancaire mondial, c'est la panique. Oui, mais ça pourrait être le cas pour n'importe quelle grande banque. Si Crédit Suisse demain devait faire défaut, croyez-moi que le choc serait pareil. Non, c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que les Américains, cette fois, n'ont pas réagi comme Lehman Brothers ou comme d'autres banques qui avaient pu chuter. C'est-à-dire qu'ils sont venus immédiatement assurer les dépôts de manière à calmer et à rétablir la confiance. Parce que c'est un jeu, en fait, de confiance. Hein. Oui, les déposants ne seront pas lésés. Oui, c'est ce qui est très important, évidemment. C'est une question de confiance. Mais pour en revenir à cet anti-américanisme, donc il est multiple et varié, même si André Caspi pense que l'influence américaine est encore plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Mais il est multiple et varié. Je parlais de la religion. On ne comprend pas
nous, ici en Europe et notamment en France, ce rapport, la place de la religion dans la société américaine. Non, c'est vrai que c'est une société... Dominique Simonet. C'est une société démocratique. Oui. C'est une société démocratique, un peu comme la nôtre, mais c'est pas la même chose. Il y a une culture, il y a une histoire qui est différente. Ils ont une position aussi dominante, ça c'est vrai, bien sûr, et dont ils abusent. Ils ont commis des erreurs, ils ont commis des crimes dans l'histoire. Il y a tout ça, mais... Dire les Américains, c'est qui les Américains? C'est une généralité. Est-ce que c'est les Trumpistes qui sont allés à l'assaut du Capitole? Est-ce que c'est les jeunes femmes qui défilent ou qui protestent contre le retrait du droit d'avortement dans presque la moitié des États maintenant? C'est pas la même chose. C'est une société très diverse dans laquelle il y a un certain nombre de débats, d'oppositions. Les institutions, on le voit bien, elles sont fragiles aux États-Unis. On l'a bien vu avec les midterms. Et à d'autres élections, malgré tout, les institutions démocratiques ont l'air de toujours fonctionner. Mais c'est vrai, moi, quand je vais aux États-Unis, je suis assez révolté, par exemple, par la place de la religion. C'est vrai aussi qu'il y a presque une violence endémique avec le port d'armes, qu'il y a une forme de matérialisme qu'on connaît pas trop en France, avec cette présence de l'argent partout. Mais il faut l'accepter. À nous d'accepter cette société américaine, non? Non, c'est-à-dire André Caspi. Il faut que nous prenions conscience qu'il y a aux États-Unis 330 millions d'habitants. Exactement. Oui. Et que les États-Unis sont divisés en 50 États. Par conséquent, ce qui se passe à New York est différent de ce qui se passe dans l'Alabama, et ce qui se passe en Caroline du Sud, de ce qui se passe en Californie. Donc il faut prendre en compte cette différence. C'est un continent en tant que tel. Et c'est cela qui fait la différence. Alors... Est-ce que ça nourrit, André Caspi, est-ce que ces différences américaines, ça nourrit? Parce qu'on ne comprend pas très bien. Julien Aubert, parfois on ne les comprend pas, non? On ne les comprend pas. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus proche que ce qu'il n'y paraît. Ah bon? D'abord parce que, prenez par exemple l'armée américaine, elle a été formée par les Français, elle a été pensée par les Français, et quelque part, les Américains se comportent comme des Français qui seraient devenus une puissance continentale. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de traits, je trouve, qui sont assez communs avec les nôtres. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est parfois le décalage entre l'hypocrisie de la société américaine. Pour y avoir étudié, je me rappelle toujours les leçons de morale données sur les questions de racisme et de non-discrimination raciale, et en même temps l'extraordinaire violence d'une société où je voyais des gens se regrouper pour la cafétéria par couleur de peau et travailler par étage par couleur de peau. Alors qu'en France, on a peut-être des propos peut-être plus je dirais moins tenus au plan public, quoique ça a tendance à disparaître sous l'influence américaine, mais la société est quand même plus homogène. Et on n'a pas cette espèce de racisme endémique qui vient peut-être de la relation à l'esclavage et de choses beaucoup plus profondes. Oui, Dominique Simonet. Oui, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les intérêts. Et c'est vrai qu'ils défendent leurs intérêts, et nous aussi on défend nos intérêts. Toutes les nations, donc on ne peut pas leur reprocher de défendre leurs intérêts. Après, la manière dont ils font, c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête qu'on a des intérêts communs, et notamment sur les problèmes de sécurité dans le monde. Quand vous voyez les menaces qui pèsent sur les démocraties aujourd'hui, à la fois de l'extérieur, on voit toutes ces régimes autocratiques qui sont dangereux. Évidemment la Russie, mais il y a un besoin d'une sécurité commune, et c'est la raison pour laquelle les Américains sont avec les Européens face à la Russie en Ukraine, en tout cas. Julien Aubert, c'est un allié que nous devons préserver, si j'ai bien compris. Non, mais la question de l'OTAN qui a été posée tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a maintenu une alliance défensive née pendant la guerre froide lorsque l'adversaire avait disparu? Cette question, personne n'arrive à la répondre, et c'est pour ça d'ailleurs que l'OTAN était dans le coma. Et aujourd'hui, l'OTAN ressuscite parce que, je dirais, le maintien de cette alliance
et la politique américaine ont conduit la Russie à redevenir un adversaire. La question que je pose en tant que Français, c'est est-ce que c'est mon intérêt d'être en mauvais terme avec le voisin russe, qui est d'ailleurs sur le même continent que moi, et qui partage la même civilisation que moi, n'en déplaise d'ailleurs à M. Zelensky. Moi, je ne crois pas que ce soit notre intérêt. Voilà pourquoi je pense que l'OTAN aurait dû disparaître au moment de la fin de la guerre froide, et que plutôt que de recourir à des systèmes d'alliance pour maintenir la paix internationale, j'aurais préféré qu'on renforce l'ONU. Parce que les alliances, elles nous ont conduit à une guerre mondiale en 1914-1918. Ouais, l'ONU, voilà. un machin qui a peu de pouvoir. Hein. Pardon, Julien Aubert. Hein. Franchement. Il a peu de pouvoir, mais d'abord, ça dépend beaucoup des horlogers du système. Mais c'est sûr que si vous voulez, à partir du moment où la principale puissance militaire mondiale, les États-Unis, ont eux-mêmes décidé que l'ONU ne servait pas à grand-chose et ont coupé l'argent de cette organisation, ils ne pouvaient pas en sortir grand-chose. Mais est-ce que le monde est plus pacifique avec une ONU fragilisée et sans dialogue, ou est-ce qu'elle l'est moins? Moi, je crois, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on est rentré, malheureusement, dans une zone de plus en plus dangereuse, parce que vous avez la reconstitution de ces alliances, et quand vous regardez ce que fait la Chine, l'Inde, la Russie, le Pakistan, avec notamment ce qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est le pendant de l'OTAN, ça n'est pas du tout une bonne nouvelle pour la paix internationale. Que ce sont les États-Unis qui ont créé cette situation. Je veux dire, ce ne sont pas les États-Unis qui ont humilié la Russie au point qu'elle envahisse l'Ukraine. Ça, c'est une théorie qui ne tient pas, ce n'est pas vrai. Quand vous dites que la menace avait disparu, que l'OTAN était en mort cérébrale, en fait, la menace n'avait pas disparu. C'est notre illusion à nous. On croyait que les guerres étaient terminées. La menace était là. Vladimir Poutine faisait son chemin et continue à le faire. Mais attendez... Vladimir Poutine, il n'est pas arrivé à la fin de la guerre froide. Expliquez-moi en quoi la Russie de Boris Yeltsin était un danger pour l'Europe. Non, mais la Russie, nous avions des relations avec Boris Yeltsin, avec la Russie de Boris Yeltsin, tout autre que les relations que nous avons avec... on a maintenu l'OTAN. Même que l'anti-américanisme n'est pas limité aux relations entre la France et la Russie à propos de l'Ukraine. Parce que là, il s'agit des relations internationales. Sur les relations internationales, il y a évidemment des complexités qu'il faudrait citer et qui ne correspondent pas à des sentiments ou à des réactions. Mais quand on parle d'anti-américanisme, cela veut dire que en France, il y a des réactions violentes à l'encontre de la société américaine, parce que c'est une société que l'on a la difficulté à comprendre. Oui, mais ce qui se passe en Ukraine est un révélateur. Pardon, est un révélateur de ce qui était un peu, peut-être... Non, parce que ce qui se passe en Ukraine... Moi, j'ai entendu des discours anti-américains que je n'entendais pas ces dernières années. Oui, bon, d'accord. Le sentiment anti-américain est réveillé un peu. Mais on le voit sur des sentiments à l'encontre de la politique extérieure des États-Unis. Mais ce ne sont pas des sentiments à l'encontre de la société américaine. Peut-être pas de la société américaine, mais qu'on met tout dans le même. Regardez par exemple le nombre de films qui aujourd'hui sont diffusés en France et qui viennent des États-Unis. C'est la première industrie cinématographique. Donc, mais c'est le paradoxe, c'est que on aime et on consomme la culture américaine. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on est en plein dans la culture américaine. C'est ce que je dis depuis une demi-heure. C'est-à-dire que ça n'est pas de l'anti-américanisme. C'est au contraire une plongée dans l'américanisme, avec un américanisme que l'on ne comprend pas toujours très bien, parce qu'en effet, si on prend le cas de la religion, ou si on prend le cas des relations sociales, les États-Unis, c'est quand même un ensemble extrêmement complexe et qui nécessite beaucoup de distinctions, de distinguos. Donc ça veut dire quand même que cet anti-américanisme est voisin d'un américanisme qui est de plus en plus fort et sur lequel j'insiste parce que j'ai le sentiment que la société française est de plus en plus inspirée par la société américaine sans s'en rendre compte et sans même comprendre les complexités de la société américaine. Et justement, le paradoxe, vous avez raison, mais le paradoxe, c'est qu'aussi le discours anti-américain aujourd'hui reçoit de l'écho. Oui, mais en France. Regardez par exemple, c'est pas la première fois que la France s'oppose
à la politique extérieure des États-Unis. Elle l'a fait au temps du général de Gaulle, en 1967, alors que quelques années auparavant, de Gaulle accueillait le couple Kennedy à bras ouverts. Rappelez-vous qu'au moment de la guerre d'Irak, Dominique de Villepin a fait un remarquable discours à l'ONU pour dire que la France n'irait pas. Donc, autrement dit, qu'il y ait des divergences politiques, incontestablement, et il faudrait en somme que la politique extérieure de la France soit très nettement marquée, que l'on sache exactement dans quel sens elle se dirige, mais cela est différent de ce que l'on peut sentir dans la société elle-même. Mais en fait, on est concurrents, on est rivaux, mais on n'est pas ennemis. Et d'une certaine manière, on est quand même dans toute l'histoire, d'ailleurs, quand là je parle spécifiquement des relations franco-américaines, mais on peut l'étendre à l'Europe aussi. Dans toute l'histoire, il y a quand même une histoire d'assistance mutuelle des deux pays. Et là, on est bien content que les Américains soient là quand même sur un bien sûr. On était bien content en 1917 et on était bien content en 1945. Absolument. Bien, il est 11h46, allez-y. Quel est votre avis? 0826 300 300, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Allez, nous terminons ce débat. J'étais surpris parce que j'ai peu d'appels d'auditeurs qui ont ce sentiment, cet anti-américanisme qui existe, qui est réel. Ah bah peut-être Guy, qui est en Seine-et-Marne. Bonjour Guy. Guy qui sera là avec nous dans un instant. Bien, oui, anti-américain, parce que c'est vrai qu'on mange beaucoup de burgers, on voit beaucoup de films américains, on est nourri dans tous les sens du mot. Et le langage. Et le langage, et effectivement, par les Américains, mais d'un autre côté, on a comme une répulsion, je ne sais pas, une répulsion, les États-Unis, les Américains, cet impérialisme américain, parfois, nous exaspère. C'est un peu je t'aime moi non plus, quoi. Oui, mais c'est vrai, ça, parce qu'on est dans une relation effectivement très paradoxale. D'abord aussi parce que on le disait tout à l'heure, ils sont venus aider l'Europe au moins pendant les deux grandes guerres. Nous, on est allé intervenir au moment de leur indépendance, quand même. Nous. Absolument. C'était en 1776. Oui, mais c'est vrai. On a oublié. C'est vrai que le général Pershing, quand il est arrivé en 17, avait dit, enfin c'est pas lui, mais un de ses officiers avait dit Lafayette, nous voici. Voilà, donc c'était un retour de. Alors attendez, on va prendre Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour Guy. Bonjour et bonjour à Monsieur Caspi et aux autres intervenants. Alors allez-y. Bonjour. Les États-Unis, qu'est-ce que vous voulez dire, Guy? En cours. Alors ce que je pense réellement, c'est que pour tout départ, le point zéro, c'est 1945. Oui. En 1945, et je rends hommage aux soldats américains qui se sont fait tuer pour nous. Oui. Mais les Américains ont débarqué parce qu'ils savaient que s'ils n'arrivaient pas à débarquer, c'était les Russes qui arrivaient à Brest. Oui. Rien ne pouvait les arrêter. Ensuite, un deuxième point, les États-Unis ont profité de cet avantage un petit peu pour étendre les États-Unis à l'ordre mondial. C'est un peu ce qu'on voulait faire. Oui. Leur organisation et leur façon de voir au monde entier. Oui. Et c'est cela qui ne passe pas. Oui. Ensuite, concernant l'Ukraine, attendez, juste pour l'Ukraine, il y avait deux garants qui étaient la France et l'Allemagne qui n'ont pas joué leur rôle et qui se sont défaussés. Mais sinon, il y avait possibilité pour qu'il n'y ait pas la guerre en Ukraine et de rassurer Poutine, c'était de mettre l'Ukraine comme la Suisse, avec un statut d'indépendant et de non-intervention, pays neutre. Voilà. Bien. Merci Guy pour votre intervention. Je voudrais simplement revenir sur l'année 1945, parce que vous semblez dire, cher ami, que ce sont les Américains qui ont imposé leurs lois aux Européens, mais d'un autre côté, les Européens n'aspiraient qu'à l'intervention américaine. Oui, ils n'aspiraient qu'à l'intervention militaire, et quand la guerre a été terminée, les Européens étaient très contents, mais très contents de pouvoir compter sur l'aide économique et quelquefois politique des États-Unis. Donc, je crois qu'il ne faut pas renverser les rôles. Les États-Unis n'imposaient pas, mais les États-Unis étaient heureux, évidemment, qu'on fasse appel
appel à eux, mais il y avait quand même une demande. Est-ce que les États-Unis sont aujourd'hui un allié qu'il faut préserver? Absolument. Julien Aubert, absolument. Un allié, oui, effectivement. C'est un allié aujourd'hui. Oui. L'idée, c'est pas de devenir des adversaires des États-Unis, mais c'est comme en amour. C'est-à-dire, vous devez. Il y a, je pense, une fascination pour la société américaine, il y a une reconnaissance, mais en même temps, vous ne devez pas aller jusqu'à perdre de vue vos propres intérêts. Et ça n'est jamais bon de s'aligner au mépris de ses intérêts. Et on aujourd'hui, s'aligne. Je crois que. Est-ce que vous pensez que la France s'aligne aujourd'hui? Oui, je crois que sur l'Ukraine, la France devrait plutôt être contre l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, devrait plutôt être contre l'escalade. Mais pour l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne? Pas plus. Pas plus. Parce que moi, je suis plutôt sur la position qui a été donnée par Guy. C'est-à-dire que je pense, si vous voulez, qu'on ne peut pas faire fi de la géographie et oublier que l'Ukraine est voisin de la Russie et que la Russie a des liens culturels et géopolitique très important avec l'Ukraine, et que par conséquent, vouloir absolument rattacher l'Ukraine à l'Union européenne, c'est un jour se mettre dans la gueule du loup, dans une situation extrêmement, je dirais, délicate, s'il devait y avoir des tensions à cette frontière. Vous savez, c'est toujours Danzig, c'est toujours, je dirais, on est toujours partagé entre mourir pour Danzig ou se coucher à Munich, et souvent, la réalité est entre les deux, le pragmatisme est entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut ni se coucher, ni être en guerre, mais considérer que nous sommes aujourd'hui dans une époque différente qui nécessite d'être très prudent. Bien, oui. Merci Julien Aubert. Oui, je pense qu'il faut que c'est le fait, ça appartient aux Ukrainiens de se déterminer là-dessus. C'est sûr. On va pas dépecer l'Ukraine pour et se répartir et se partager l'Ukraine. Et se partager l'Ukraine et aller tenir des discours sur il faut que préserver la Russie, aller demander aux Pays-Baltes, aller demander à toute la ceinture des 9 pays qui en fait constituent notre tampon entre la Russie et l'Union européenne. Ils sont tous alors à fond pour que ils soient le plus possible arrimés aux États-Unis et à l'Union européenne, pardon. Et je pense qu'en fait, pour construire une défense européenne, parce qu'on en aura besoin aussi, il faut que on a besoin des Américains. Il faut qu'on se partage le travail d'une certaine manière. Et si on n'a pas si on n'a pas l'OTAN, on ne pourra pas construire une défense européenne. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à le faire. Donc il y a une complémentarité dans dans ce besoin de sécurité. Ça n'empêche pas d'être critique envers les États-Unis, évidemment. Merci à vous, Dominique Simonet, André Caspi, Julien Aubert. Merci d'être venu nous voir pour parler de cet anti-américanisme qui existe, différemment compris, avec ses paradoxes, tous ces paradoxes, cette société américaine que l'on suit finalement, que l'on écoute, que l'on regarde, parfois avec admiration, parfois avec effroi, et en même temps cette poussée d'anti-américanisme à l'occasion de la guerre en Ukraine. Il est 11h57, merci, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, avec nous Yvan Stefanovic. Yvan Stefanovic, bonjour. Donc d'être avec nous, La Mafia, vous publiez La Mafia du recyclage aux éditions du Rocher. Le recyclage, ce sont nos déchets, comment sont recyclés nos déchets, le tri. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous dans l'obligation de trier, mais nous ne trions pas tous, Yvan Stefanovic. On est dans l'obligation de travailler gratuitement. Oui. C'est-à-dire, pour certains, dont on parlera après, on trie nos déchets. Bon, les trier tous les jours, ça prend quand même si on est habitué, ça prend 5 minutes quand même. Oui, ça. Oui, c'est vrai. Mais il est hors de question de nous payer pour ça, parce que ça coûterait trop cher. On a fait des calculs, ça coûterait 6 milliards par an. Donc on nous rentre dans la tête que on est responsable. Oui. On est responsable, donc on doit payer. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est nous qui payons tout. Non seulement on paye pour le ramassage des poubelles, mais on paye pour le recyclage. Oui. Parce que les gens ne le savent pas. Mais cette bouteille-là en plastique, d'évian en plastique, ce qui est une catastrophe d'ailleurs, mais à long terme, je suis d'accord. Ouais. Mais cette bouteille en plastique, on paye. C'est-à-dire quand je l'achète, je paye 0,00 centimes pour les entrepreneurs, alors que je paye déjà une taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour mes impôts. C'est-à-dire sur le prix de ma bouteille en plastique, je paie une petite taxe. Oui. Invisible. Invisible, elle est tellement petite, invisible. Oui. Et je la paye pourquoi ? Pour que l'entrepreneur qui produit la bouteille
la recycle. Oui, voilà. C'est extraordinaire, ça. Oui, C'est-à-dire que, on fait deux fois, quoi. On paie tout, quoi. Oui, sauf que maintenant, ils veulent nous inventer un autre truc. Ah bon? Oui, c'est comment on appelle ça? La consigne. Ah oui, avec la des consigne machines. du plastique, oui. Des machines. On devrait mettre 22 000 machines, ça coûte 1 milliard. Bah, c'est nous qui allons payer encore, parce qu'on va augmenter le prix des bouteilles. Mais on verra rien. Alors évidemment, on nous appâtera parce que... Mais qui va payer les machines? Ah ben c'est nous. C'est nous. C'est d'accord. Ouais. On va mettre une petite récompense, c'est-à-dire au lieu de mettre nos ordures à recycler comme la bouteille ici dans la poubelle jaune ou marron ou bleue parce que suivant les régions, hein, eh bien on ira la porter au supermarché. Donc on mettra de l'essence dans notre voiture, etc. Voilà, on la porte au supermarché. On la porte et il nous donne 15 centimes par bouteille. 15 centimes par bouteille. Voilà. Et comme il y a 15 quand ça d'ailleurs? En 2024-2025. 2024-2025 ou en 2024 aussi, on devra mettre en place un bac à compost. Ah oui, absolument. Vous avez vu ça, un bac à compost. Oui. Bon, parce qu'il paraît que nous jetons en moyenne 83 kilos de biodéchets par an. C'est ça. En fait, ce qui montre que ces nouveaux ces industriels, ces producteurs qui ont la haute main là-dessus, parce que c'est un article de loi. Alors justement, la mafia du recyclage, qu'il faut bien expliquer, Ivan Stefanovic, que tout cela, ça profite à certains. Oui, mais c'est une mafia tout à fait légale. Oui, il n'y a pas d'intimidation, de menace, on n'assassine personne. Non, c'est légal. C'est légal. Mais ça a été mis en place sous Mitterrand, ça. Oui, c'est les gouvernements Rocard et Balladur qui ont fait ça en 2 temps. C'est-à-dire parce que les politiques sont pas passionnés par les ordures ménagères. Hein. Non. C'est pas leur, c'est pas très vendeur, je veux dire. Hein. En plus, comme les gens savent pas ce qu'ils payent, nous les Français on paye 10 milliards par an. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais pour les ordures ménagères on paye 10 milliards. Mais c'est complètement dissimulé. Le Français moyen le sait pas. Parce que on paye plusieurs. Alors justement, les politiques qui se sont désintéressés de la question ont confié ce recyclage à ce qu'on appelle des éco-organismes. C'est ça, hein? Ça. Alors, les éco-organismes, j'en cite quelques-uns. Citeo, spécialiste des emballages et des papiers. Ah, c'est le plus beau. C'est le plus beau. Bon, d'accord. Il y a aussi Écosystème, Écotextile, c'est le deuxième. Écomeubles. Deuxième. Mais alors, ça appartient à qui? Quoi ça appartient, Ce sont des organismes. Ça veut dire quoi, organisme? Ça veut rien dire. C'est des ovnis. Oui. En quelque sorte. Mais ce sont des sociétés. Oui, mais les sociétés privées, c'est un carcan administratif, c'est mi-public, mi-privé. Ils doivent pas faire de bénéfices, c'est une histoire de fou. Oui. En Allemagne, il y a le même système, mais ils sont autorisés à faire de bénéfices. Mais chez nous, il y a une obligation. C'est que pour être membre de ces actionnaires, de ces sociétés qui s'occupent du recyclage, directement ou indirectement, soit ils sont financeurs, soit ils sont opérationnels, il faut que ce soit des producteurs de la filière, par exemple d'emballage, ou des distributeurs. Ça veut dire que moi, je suis industriel de l'agroalimentaire. Oui. Je produis de l'emballage, forcément. Je suis aussi au conseil d'administration de l'éco... Citeo, par exemple. Oui, éco-organisme. Ah bon, d'accord. Donc je suis partie prenante, quoi. Oui, tout à fait. Conflit d'intérêt, dites-moi. Oui, et si vous voulez, si on utilise de 93 à 2017, j'ai étudié sur les administrateurs de cette société. Il y en a 8, donc sur une vingtaine d'années. Il y en a 8 de Coca-Cola, 8 de Danone, 7 de Nestlé, 6 de Carrefour, etc. C'est-à-dire que, en fait, l'État ferme les yeux, mais il a dit qu'il faut être producteur. Mais ce ne sont dans ces sociétés que les plus gros, évidemment. Ben oui. Et donc c'est l'empire Danone. Danone, enfin maintenant c'est moins voyant, mais et dominateur. Il a eu les postes de PDG pendant 20 ans. Si j'ai bien compris, ce sont les entreprises les plus polluantes. Qui dépolluent, quoi. Oui, enfin, qui dépolluent, mais sans que ça leur coûte rien. Bah, oui, puisque en fait, sur votre facture d'achat d'un bien, de cette vingtaine d'éco-organismes, c'est considéré comme une charge, parce qu'ils payent. Enfin, ils payent des éco-contributions, c'est-à-dire tous ces éco-organismes. Hein, prenons l'exemple d'éco-emballage, ça représente quand même près de 900 millions par an. Oui. Mais donc
de ces entreprises, donc elles sont environ 5000, qui sont dans l'emballage, elles payent donc à cet organisme une éco-contribution. Si j'ai bien compris, une éco-contribution. C'est une vaste rigolade parce que cette éco-contribution, normalement... Et évidemment, comme ces entreprises paient une éco-contribution, sur le prix de vente du produit vendu par ces entreprises, nous, on paye une infime partie. Oui, mais donc c'est nous qui payons. C'est invisible, sauf, il y a deux trucs, c'est l'écosystème et le meuble, c'est marqué sur la... Ah, c'est marqué, oui. Il faut être attentif. Si vous voulez, tout est fait dans ce système-là aboutit à rouler dans la farine. Nous, les contribuables, les consommateurs, l'État et les collectivités locales qui sont chargées de trier avant le recyclage. Ah, d'accord. D'accord. Alors, comment ça a été mis au point tout ça? Eh ben, c'est deux personnes qui sont à l'origine de ça. C'est François Mitterrand et Antoine Riboud, le PDG l'ancien PDG de Danone. Ils sont partenaires de golf. Donc, Riboud était un type très très intelligent, très malin. Oui. Et à l'époque, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les collectivités, les maires sont complètement affolés avec l'augmentation des déchets. Non, c'est pas ça, mais augmentation des déchets due au plastique. 40%, ça a foutu un bordel terrible parce qu'évidemment, ils y ont trouvé intérêt. Nestlé, Coca-Cola et les autres, et Danone, ça coûte beaucoup moins cher et beaucoup plus rentable pour eux de mettre du plastique que de mettre les bouteilles en verre qu'il faut casser, chauffer à 1500 degrés, transporter pour récupérer le verre. Et tout, c'est une histoire de fou. Hein. Donc, le verre, ça les intéresse pas. Et comme Riboud, il était un peu embêté quand même. C'est un honnête homme. Il s'est dit, comment on va faire avec tout ça? Alors, on menaçait le système allemand au départ, et c'est ça, avait institué une taxe. Ils ont dit, oh là là, Mitterrand lui a dit, on va faire en sorte de vous faire payer, parce que, c'est un scandale. Il y avait des bouteilles partout, c'était dégueulasse. Alors, ils ont trouvé ce système. Riboud a dit, nous, on va payer. Donc, on va venir. Et avec le ministre de l'Environnement de l'époque, dont j'ai plus le nom, le type de gauche, c'est le plus long, comment il s'appelle celui-là? Je m'en souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Oui. Et donc, ils ont mis ça sur pied et ils ont fait cet article 541-10, qui est le Code de l'environnement et qui donne toutes les clés. L'État se décharge complètement du recyclage sur les entreprises. Pour chaque filière d'emballage, filière du plastique. J'ai compris. Ils sont partie prenante, quoi. Ils sont partie prenante. Mais, complètement. C'est-à-dire les conflits d'intérêts, parce que évidemment. La société, elle doit son intérêt. Est-ce la raison pour laquelle, puisqu'on parle des plastiques, est-ce la raison pour laquelle la France est très en retard dans le recyclage des plastiques? C'est une des raisons, parce que, comme par hasard, tous ces éco-organismes, il n'y en a aucun ils signent des contrats avec l'État. L'État leur donne des agréments pour 6 ans pour recycler. Et on dit, on doit apporter tel recyclage. Le recyclage, par exemple, c'est 75% pour les emballages. Oui. C'était décidé ça en 2012. Ça fait 11 ans. Ils l'ont jamais atteint. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Ils n'ont jamais eu d'amende. Ils n'ont jamais atteint les 75% de recyclage. Et pour tous les autres, c'est vrai. Et ils n'ont jamais été sanctionnés. Jamais. Il n'y a aucune coercition, d'ailleurs. Mais pourquoi? Parce que l'État a peur. L'État, il se dit, si je supprime l'agrément et tout, et comment je vais être obligé de m'occuper de ça, et c'est catastrophique. Enfin, on peut... C'est une galéjade, mais on peut dire ça revient. Donc, ils ont peur. Et ils ont même fait des procès à l'État, devant le Conseil d'État. C'est dramatique, ça. Enfin, c'est dramatique pour la planète, pardon. Combien de tonnes de plastique dans l'océan, tous les jours? 8 tonnes, je crois, ou je sais plus combien. Enfin bon, non mais c'est non mais qu'est-ce que dit 8 tonnes? 8 millions de tonnes, pardon. Oui. Mais alors... 8 millions de tonnes, non, par an. Voilà, j'ai le chiffre. 8 millions de tonnes par an de plastique dans les océans. 8 millions de tonnes. Mais alors, ces gens-là, donc, moi je les appelle des intouchables, ces éco-organismes, ils nous font des leçons qui sont les meilleures à l'étranger, qu'on les copie, qui sont très beaux, etc. Et on est, franchement, vous avez regardé, vous avez travaillé sur la question du recyclage, on a en France, et notamment le recyclage du plastique, on a beaucoup de retard. Donc. Oui, mais pourquoi? Parce on est les moins bons en Europe. On a assisté à un système, on marche sur la tête. En 2 mots. Oui, j'ai compris. Ils doivent atteindre le recyclage, ça a été fixé là dans les années, dans les années 2010, 75%. Oui. Et ils ont été très malins. Et c'est Madame Kosciusko-Morizet, elle a peu vu le coup, elle a donné l'agrément en 2010, puis ça s'est continué. Un agrément qui était
complètement inverse des accords de Grenelle. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, ils l'ont évidemment, ils l'ont manipulé, ces intouchables, des éco-organismes, en disant il faut atteindre 75% pour les emballages. Mais si on n'atteint pas 75, ce 75 sort de n'importe quoi. 10 ans après, on l'a pas. Mais on l'a pas atteint et personne n'est sanctionné. Non, mais c'est plus grave que ça. Ça permet de rouler dans la farine tout le monde. Parce que si on n'atteint pas 75%, on ne paye pas 80% des soutiens aux collectivités locales. Donc on permet, ils se sont fait presque 1 milliard comme ça. J'ai calculé les éco-organismes. Vous comprenez? Moins tu recycles, plus tu gagnes d'argent. C'est ça la règle. Ouais. C'est ça la réalité. La réalité, c'est ça. Mais alors il faudrait tout bouleverser, là. Il faut tout changer. Non, c'est très simple. Il ne faut pas tout bouleverser, il faut une volonté politique. Il faut que les éco-organismes, la loi interdise aux producteurs d'en faire partie. Les éco-organismes doivent être des organismes indépendants, avec des gens totalement indépendants, des recycleurs, des producteurs de déchets, etc. Et décider en âme et conscience, avec un contrôle vrai de l'État, parce qu'il n'y a aucune sanction, il n'y a rien, c'est de la rigolade, et de décider combien on va faire payer ce qu'on appelle l'éco-contribution, ce qu'on va faire payer, qui sera remboursé aux entreprises par les consommateurs. Alors combien? Parce que ça devrait être normalement... Ça devrait être les consommateurs et les collectivités locales qui décident combien ces contributions devraient... De toute façon, mais on fait les trucs à l'envers. On ne sait rien. C'est les éco-organismes. C'est vrai, vous avez raison, parce que le recyclage, on ne sait rien. Ça nous coûte de l'argent, à nous. C'est complètement... Et on ne sait rien de ça. Parce que c'est une usine à gaz. C'est opaque. C'est le maximum. J'ai dit, c'est la France qui perd. Oui, la France qui perd. La mafia du recyclage, c'est à lire. Ivan Stefanovic, c'est aux éditions du Rocher. Merci d'être venu. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30 ce matin. André Berkoff.